C'est un plaisir de vous accueillir dans le premier webinaire organisé par le Centre de simulation médicale de Tunis. Ce centre, qui s'appelle donc en anglais Medical Simulation Center, il est dans le groupe Honoris United University, qui a plusieurs universités privées en Afrique. Et ce centre, c'est le premier centre de ce groupe. Je remercie tout d'abord tous ceux qui nous ont aidés sur le plan technique à assister. C'est pour ce premier séminaire, pour ce premier webinaire. Et à leur tête, je citerai Mme Houeb Ajmi, qui est le CEO de Honoris Tunisie, et toute l'équipe technique qu'on ne voit pas sur ces écrans-là. Le sujet qui a été choisi pour ce séminaire, c'était le, donc, comme son nom, c'est marqué sur la diapositive ici, c'est comment switcher de la simulation médicale réelle vers une simulation médicale virtuelle. Ce séminaire est d'actualité car vu ce que nous avons vécu avec la Covid-19, on est obligé donc de nous adapter. Dans ce séminaire, il y a des éminents spécialistes. Chacun il a une expertise en chirurgie, en anesthésie, en réanimation et en anesthésie-réanimation. Mais en revanche, ce qui nous réunit, c'est la simulation. Parmi nous, donc, celui qui habite très loin d'ici, c'est tunisien, professeur Essam Tanoubi, un projet fini de la Tunisie avec excellence. Donc, il exerce à l'Université de Montréal l'anesthésie et l'enseigne de la simulation avec des prix internationaux qui nous reconnaissent cette expertise. Professeur Stem Mounes, qui est de Monastir, animateur, et lui, il aime beaucoup cette simulation. Je peux me prononcer, je parle sous son contrôle, si je vous entends. Il est parmi le premier à démarrer un certificatif spécialisé en simulation médicale à Monastir, avant d'autres facultés tunisiennes le suivent. Avec moi, donc, professeur Mamoun Benchir, qui est professeur d'anesthésie, et qui rend service dans le centre médical Simulation Center, et moi-même en tant que directeur, chirurgien de formation, mais j'aime bien faire de la simulation chirurgicale. Pour ma part, je vais dire pourquoi cette simulation. Est-ce qu'il y a des preuves ou est-ce que c'est un phénomène de mode? Si Slemones, qui parle après moi, va dire que ce sont les bases théoriques de cette éducation médicale, basé sur la simulation et applicable à la simulation virtuelle. Si Mamoun Benchir, il ne va pas énumérer, mais il va expliquer les différentes techniques de simulation qui vont être réalisées en ligne. Et donc, il a donc part pour cet annommé, pour une trentaine de minutes, lui, il va nous parler comment explorer les scénarios de simulation en ligne réalisables, donc, et analyser les méthodes possibles permettant de changer d'un atelier en présentiel à un atelier en ligne. Évidemment, chaque chose, il y a beaucoup d'avantages, connaît des limites, il va pas nous en parler de ces limites et comment les contrôler. Pour ma part, je ne peux pas ne pas commencer par le titre de notre histoire. Ce n'est pas le fait de dire que la simulation a démarré au VIe siècle, c'est le XVIIIe siècle qui est le tournant réel. Et ça a commencé par des efforts personnels, comme le Dr William, où il a créé un modèle de femme enceinte. Et pour arriver à la pionnière française, Madame Ducoudray, qui a parcouru toute la France pour former plus de 7000 femmes dans le domaine de l'expertise en sage-femme, comment accoucher. Et elle avait préparé des mannequins au tissu, les voilà, ils sont dans le musée, donc médecine. Et en même temps, il faut attendre le XXe siècle pour que l'équipe de l'Ardal, manufacture de jouets, conçoit des choses comme qu'elle appelle Lucie-Anne pour du bouche à bouche. En 1964, Howard Barrow, il a inventé, enfin, il a fait des scénarios avec des vrais acteurs et des personnes standardisées. Je parle de notre histoire pour mettre en valeur aussi pourquoi c'est la simulation. Et là, l'Institut of Medicine avait conclu que l'erreur est humaine
Et on peut tous faire des erreurs. Ces erreurs-là sont responsables, se produisent évidemment. 3%, c'est faible, mais c'est quand même 3% des malades hospitalisés avec des conséquences des fois sérieuses et graves, en mettant en jeu le pronostic vital. C'est les données statistiques aux USA. Les techniques sont nombreuses, évidemment, je ne vais pas les détailler, mais je voudrais insister sur une petite note d'histoire encore. C'est qu'en 1974, j'étais externe à la faculté de médecine de Tunis et je faisais mon externat en chirurgie en service de mon maître, le professeur Souhail Sefi, hôpital Chanikal de Tunis. Et déjà à cette époque-là, il nous a appris à faire de la simulation avec ce qu'on appelle maintenant un mannequin de basse fidélité et ça permettait de faire un massage, l'exercice que j'ai fait, un massage cardiaque externe et une ventilation bouche à bouche. Ça n'a pas raté, ils m'ont joué le tour, ils ont mis un corps étranger dans l'arrière, dans l'oropharynx, et moi je ne me suis pas rendu compte. J'ai fait du bouche à bouche, j'ai réussi à gonfler du poumon, mais le corps étranger était là-bas, il fallait faire attention, et donc je n'ai jamais oublié ce détail-là presque 45 ans après. Les bénéfices sont nets, réduction du risque d'erreur, standardiser le training, réduction du coût, et surtout, le bénéfice clinique, c'est l'efficience. En anglais, efficiency. C'est le rapport efficacité sur le coût, rapport d'efficacité sur le temps qu'on met pour faire un geste. Et plus on pratique, et mieux on est à l'aise avec un meilleur résultat. Les gens maintenant parlent de volume chirurgien, volume réanimateur, volume hôpital. Plus on en fait, et plus on se spécialise dans le geste. Évidemment, j'ai dit que je vais parler des preuves. Alors, Kim Bailey, qui est de Harvard, de Los Angeles, du collège Harvard, avait initié donc l'enseignement de cette simulation et pendant les 15 dernières années, il n'a fait qu'implémenter des programmes de simulation dans différents centres. L'Institut of Medicine avait prévu, c'est un papier qui a deux papiers, que dans 2020, nous y sommes, que la pratique basée sur l'épreuve va être déterminante dans 90% des décisions pour les patients. Les 7 étapes connues, c'est les mêmes étapes que l'evidence-based medicine. Et la première preuve, c'est cette méta-analyse qui ont évolué l'intérêt de la simulation pour les sages-femmes. La différence comparée à l'éducation standard est évidente en faveur de la simulation, comme le montre le diamant dans le cercle rouge qui résume 20 études. Pour les médecins aussi, un autre papier, une méta-analyse qui compare le traditionnel, l'enseignement traditionnel avec la simulation. Évidemment, la simulation était supérieure, comme le montre ce diamant-là. Mais encore un papier en 2019 qui parle du patient virtuel. Et là, le digital entre en jeu. Et là aussi, il démontre que le digital est supérieur à l'éducation traditionnelle. C'était quelques essais randomisés et donc ça dénote de l'importance de la décision, comme le montre aussi cet arbre en forêt en faveur du patient virtuel. En définitive, là, c'est clair maintenant, la simulation est devenue quelque chose de basique dans un programme académique ou dans l'enseignement post-universitaire dans le cadre de la formation continue et du développement professionnel continu. Si bien qu'on finit par dire, jamais on touche le patient formé, il faut passer par la simulation. Nous sommes comme les aviateurs, nous sommes, même dans les facultés de droit, ils ont fait des salles d'audience où il y a la place du parquet, de l'avocat et tout. Donc, la simulation est partout, la médecine n'échappe pas. Elle s'intéresse à tout le monde, évidemment, je cite en vrac, et ça n'a pas raté. En 2020, là, on va à la première revue systématique qui parle de la part de la COVID, et je m'arrêterai là pour dire que la COVID a imposé à l'enseignement un challenge. Comment continuer à donner un bon enseignement avec la COVID en place et pour la simulation, en utilisant la simulation dans le savoir-faire. 76 études dans cette étude-là et ils ont permis de conclure qu'il fallait changer de méthode pédagogique, mais le concept devait être le même. Voilà ce que je voulais dire comme guise d'introduction
À tous les présents là, je leur donne après, à la fin de la séance, un lien pour ceux qui veulent utiliser ce lien-là ou le QR code s'ils peuvent le scanner pour répondre à un questionnaire de satisfaction concernant ce webinaire.